Bon ben voilà, nous revoilà un mardi soir, sauf qu'aujourd'hui c'est en fait mercredi, mais c'est tout décalé à cause du congé de Toussaint, en début de soirée, pour un nouveau débat. Alors le premier, je l'avais intitulé Résimon Mouton, parce que évidemment c'est moi qui avais suggéré, tu étais un peu mon invité. Eh bien celui-ci, et alors on met toujours l'invité en premier évidemment par politesse, eh bien ce débat-ci c'est le débat Mouton-Résimon, parce que c'est ton idée, c'est ton sujet, et c'est exactement l'inverse de ce que nous avons fait la première fois. On pense pouvoir faire ça en un bloc de 28 minutes, donc il faudra quand même tenir l'œil au chrono pour tenir dans le temps imparti, et je vais te laisser annoncer le sujet parce que je vais quand même t'avouer quelque chose. Je me souvenais du jour, de l'heure, tout était bien organisé, mais j'ai oublié le sujet, moi. C'est quoi encore le sujet? Georges, tu n'aurais pas des problèmes de mémoire? Est-ce que Ah, mais voilà, mais c'est ça le sujet. Voilà, ok, voilà. Est-ce que dans ta famille, il y a des cas d'Alzheimer? Pas vraiment, non, mais mes parents sont décédés fort jeunes, donc ils n'ont pas eu le temps. Ben, moi, j'en ai Je trois. suis E3, donc un peu E3. Ah, moi, je suis un peu 4 de double. Donc, j'ai trois parents qui ont eu un Alzheimer, dont ma maman qui est en train de mourir de ça. Donc, c'est un sujet que j'ai un petit peu creusé. Donc, c'est pour ça que je t'ai proposé. Donc, tu m'as demandé des sujets Je ne de savais pas. conversation et je t'ai proposé, entre autres, plein de sujets. Tu m'as dit, tiens, la mémoire, ça me botte. Et j'ai dit, ben, ça me botte aussi. Et c'est comme ça qu'on en est là. Alors là, il faut, je rassure le public qui va nous écouter, c'est que c'est pas parce qu'on a des pertes de mémoire, des petits passages à vide, qu'on est Alzheimer. Loin de là, n'empêche que, c'est pas une maladie rare. C'est une maladie qui est même de plus en plus fréquente pour des tas de raisons qu'on va probablement évoquer. Et c'est une mémoire qu'on voit de plus en plus chez les jeunes. Et c'est une maladie voilà, donc qui est multifactorielle. On va en reparler. Alors, on ne va pas parler de Alzheimer, on va parler de la mémoire. Alors, la mémoire, ça nécessite, pour mémoriser quelque chose, d'être attentif. D'être motivé également parce qu'on écoute, parce qu'on lit. Et donc, on peut avoir simplement des problèmes de mémoire par manque d'attention, trouble de l'attention. Chez certains enfants, on appelle ça trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Personnellement, je suis un hyperactif sans trouble de l'attention, ce qui me permet de faire 10 choses alors que certains n'en font qu'une. Donc, ça peut être un avantage dans la vie. Et la mémoire, donc on peut dire qu'il y a une mémoire, je dirais, sensorielle. On voit quelque chose, ça dure une seconde, on peut le capter et éventuellement le retenir. On a une mémoire procédurale, donc qui est une mémoire, je dirais, au plus long cours. Et certaines zones du cerveau, en fait, sont concernées. On a une structure dans le cerveau qui est l'hippocampe. C'est la structure qui est détruite, qui diminue de volume chez les patients Alzheimer. Donc, ça se voit aux examens radiologiques. C'est d'ailleurs un moyen de diagnostic, c'est de mesurer les noyaux de la base dans le cerveau, dans l'hippocampe. Et malheureusement, lorsqu'un patient a des troubles de mémoire, ne sait plus où il est, et qu'on suspecte un Alzheimer, eh bien, la résonance magnétique nucléaire cérébrale est un des examens qu'on peut faire pour confirmer que ce patient a bien cette maladie. On ne va pas les biopsier son cerveau, hein, ça se faisait dans le passé, mais voilà. Et on a, donc ça c'est plutôt la mémoire, je dirais, à court terme. Et l'hippocampe va envoyer la patate, je dirais, envoyer les informations au cortex. Ça se fait surtout pendant la nuit. Et le cortex va éventuellement pouvoir imprimer cette mémoire au long cours si le sommeil est bon. Et donc là vient une des grandes... Je t'avais annoncé que j'avais fait un peu de recherche de littérature. D'accord. Et donc, j'ai trouvé un article qui date du 30 avril 2021, hein, donc tout récent, qui est paru dans Stat Pearls et qui, je rebondis là-dessus, c'est Ouais, doublement qu'à le c'est dire, bien. parce que c'est REM Rebound Effect. Et donc, dans les conclusions de l'article que j'ai surligné, on souligne que le vrai but du sommeil n'est pas bien compris, on ne sait pas exactement pourquoi on dort, mais que, évidemment, un des principaux bénéfices du sommeil, c'est de moduler la mémoire. Et apparemment, le sommeil REM a une importance et ils disent qu'il y a plus de sommeil REM quand on a eu un
un déficit de sommeil, donc on rattrape en augmentant le REM. Donc voilà, c'est un petit peu ce que tu dis. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a le mot rebond. Je tiens à préciser pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas au courant, que REM, c'est-à-dire Rapid Eye Movement. Donc, c'est un stade du sommeil où on a des mouvements du globe oculaire très rapides. Et c'est un sommeil profond. Donc, c'est dans le sommeil stade 4, stade REM qu'on rêve, qu'on fixe la mémoire au long cours. Mais également, c'est là où on détoxifie le cerveau. Et ce qui permet d'aller en stade profond, c'est évidemment le fait de ne pas avoir un voisin ronfleur, hein, parce que des troubles du sommeil, parfois, c'est des bêtises comme ça. C'est le fait d'avoir une bonne mélatonine. Donc, c'est la mélatonine capitale pour arriver en stade profond, pour rêver et pour détoxifier le cerveau. Il faut également, pour bien dormir en sommeil profond, avoir un bon GABA. Hein, sans qu'on se réveille, on cogite, on rumine, on ne se réendort pas. Et également, on peut en reparler plus tard, il y a aussi une application hormonale qui est importante. C'est l'hormone de croissance et qui est l'hormone de la réparation. Donc, c'est là où les synapses, les connexions entre les cellules du cerveau vont se multiplier, puisqu'on sait qu'on perd des neurones avec l'âge, mais on peut augmenter les connexions. Donc, finalement, on ne doit pas nécessairement perdre la mémoire liée avec l'âge si on a une bonne multiplication des connexions des neurones entre elles. Et également, il y a une hormone qu'on retrouve dans le cerveau. On ne sait pas très bien comment elle agit, mais c'est la prégnénolone, qui est dérivée du cholestérol et qui a un effet majeur au niveau de la mémoire. Voilà. Et tu as fait un super boulot de recherche. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui est dans cet article? Ouais, écoute, c'est implacable. Le neurostéroïde prégnénolone agit comme un cognitive enhancer, donc stimule la cognition, modulateur de la plasticité synaptique aussi. Et clairement, ils disent que ça joue un rôle capital dans learning and memory, donc dans l'apprentissage et la mémoire. Mais on ne connaît pas bien les cibles moléculaires. C'est vrai qu'on ne connaît pas de récepteur à la prégnénolone, c'est pour ça que c'est une pro-hormone. On ne peut pas dire que c'est une hormone, techniquement parlant, puisqu'on n'a pas de récepteur. Mais on a du mal à comprendre comment son action cérébrale ne correspond pas à un récepteur. Alors, celui qui va trouver le récepteur à la prégnénolone sera peut-être prix Nobel de médecine. J'ai un scoop pour toi. Jusqu'à pas longtemps, on disait la même chose de la DHEA. Donc, il faut savoir que cholestérol devient prégnénolone, prégnénolone devient DHEA, etc. Et on a trouvé, je ne sais pas si tu as vu passer cet article, il y a, je crois, 5-6 mois, un récepteur dans l'hippocampe à la DHEA. Donc, alors qu'on croyait que la DHEA n'avait pas de récepteur, eh bien, on a trouvé dans le cerveau, dans l'hippocampe, qui est justement le siège de la mémoire. Et c'est vrai que moi, je me posais des questions depuis des années. Pas mal de patients me signalaient, tiens, depuis que je prends ma DHEA, j'ai une meilleure mémoire, ça va mieux. Et donc, on pourrait imaginer que c'est suite à la stimulation de certains récepteurs. Mais alors, il faut également, pour le grand public, bien dire quelque chose, parce qu'il faut de nouveau mettre en garde nos patients. Le fait d'avoir un cholestérol trop bas, on a moins de prégnénolone, moins de DHEA, moins de stéroïdes. Donc, accepter d'un médecin, un hypolipémie type statine ou autre, simplement parce qu'on a un cholestérol élevé, c'est une erreur médicale pour moi. Donc, les statines ne sont que très rarement justifiées. Et d'ailleurs, on le voit, les patients sous statine, ils explosent le risque d'Alzheimer, ils ont des pertes de mémoire. Donc, les statines, tout ce qui est Zocor, Lipitor et autres, je dirais entre guillemets, c'est une tuerie pour le cerveau. Le cholestérol est une des molécules les plus abondantes dans le cerveau, hein, après la DHA, avec aussi l'acide arachidonique qui est abondant dans le cerveau, qui a des rôles pro-inflammatoires ailleurs, mais dans le cerveau, il est vraiment indispensable. Le cholestérol est une molécule super importante pour le cerveau, peut-être aussi comme précurseur, mais aussi dans les membranes, puisque les membranes des cellules et des organelles, ou organites, comme on veut, ont besoin du cholestérol pour être, disons, structurées. Si elles ont trop... D'ailleurs, c'est pour ça que le fait de donner des huiles de poisson peut faire diminuer la cholestérolémie, parce qu'alors elle remplace en partie le cholestérol dans les membranes, hein, et qui deviennent plus souples, mais ça ne peut pas aller trop loin. Donc, si on a trop peu de cholestérol, les membranes deviennent trop souples et perdent leur activité
Parfait. de transmission avec toutes les protéines transmembranaires qui servent de transporteurs, qui servent de récepteurs hormonaux, de récepteurs à toutes les molécules effectrices. Et donc voilà, donc je dirais dans la mémoire à court terme, donc le fait de pouvoir, pour un enfant, par exemple à l'école, imprimer quelque chose, le retravailler la nuit pour le garder en mémoire au long cours, il y a quand même des neurotransmetteurs, donc c'est des substances qui font de neurone en neurone. Et deux, c'est important, c'est les catécholamines cérébrales, donc qui s'appellent noradrénaline et dopamine. Il faut quand même rappeler que ces neurotransmetteurs sont fabriqués à partir d'acides aminés, donc de briques de notre protéine. Et c'est la tyrosine, donc, qui est un acide aminé très important pour la mémoire, concentration, motivation, donc c'est la dopamine, et la noradrénaline, qui est l'attention, l'énergie, etc. Il y a également un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Donc, donc c'est le neurotransmetteur typique de la mémoire. Et alors la prénéolone, on ne sait pas très bien où elle agit, mais elle agit quelque part. On n'a pas encore trouvé de récepteur, mais il doit y avoir un récepteur cérébral et c'est fascinant qu'on ait trouvé celui de la DHEA. Mais donc, c'est des neurostéroïdes qui, ailleurs dans l'organisme, ont des rôles assez différents, parce que ça, c'est toute l'action des glandes surrénales qui est extrêmement vaste, qui touche beaucoup l'immunité, mais qui part un peu dans toutes les directions, l'énergie, comment dire, la capacité d'affronter, évidemment, la maîtrise du stress pour les surrénales est aussi un des grands aspects, mais pas que. Il y a des rôles importants dans immunité intestinale, c'est très important aussi pour lutter contre les dysbioses, etc. Et donc, on dirait qu'il y a deux facettes à ces pro-hormones générales, périphériques, mais maintenant, la DHEA peut être considérée comme une hormone si on a trouvé un récepteur. Et je pense qu'il doit y avoir un récepteur à la prégnénolone. Et donc, il faut quand même que nos patients, les personnes qui nous écoutent, arrêtent de croire que le cholestérol, c'est mauvais, que les hormones, c'est mauvais. Non, je suis 100% d'accord avec ça. J'ai un petit bémol sur les statines, donc je ne suis pas du tout pro-statine. Je suis plus ouvert à la prise de statine dans des cas ciblés où il faut, effectivement, beaucoup de cholestérol LDL, beaucoup, pas borderline, beaucoup. 2, que ce LDL soit oxydé. Oui, tout à fait. S'il n'est pas oxydé, bon, j'en fous un peu. 3, s'ils sont ApoE4. Parce que s'il y a du E4 et que le cholestérol est massivement oxydé, on commence vraiment à avoir des risques, surtout donc cardiovasculaires, importants. Mais où, par contre, je ne suis pas d'accord, c'est d'écraser le cholestérol LDL. J'ai un ami de longue date, de 45 ans, qui s'appelle Tony, que j'ai entraîné à l'athlétisme il y a très, très longtemps, il y a plus de 45 ans, je crois, c'est horrible, et qui prend des statines, qui a du cholestérol oxydé, LDL oxydé, ApoE4, histoire familiale, et à qui on a détecté quand même une coronaropathie. Bon, il prend des statines, une dose déjà significative, il a un LDL de 89, on lui dit non, non, c'est mauvais, il faut le descendre à 55. Je dis, écoute, 89 de LDL, c'est pas mal. Non, son cardiologue veut descendre à 55. Ils appellent ça the lower the best. Non, mais je veux dire, j'entends ça. C'est les cardiologues. Alors, pour le cœur, admettons, ce qu'ils veulent, ils s'y connaissent sans doute mieux que nous, mais le reste, tu veux mourir décérébré. Alors, je dirais, ce que je pourrais ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que moi, c'est pas tout seul, c'est en accord avec des cardiologues que je connais, des gens qui connaissent ça mieux que moi, comme tu dis, c'est que l'indication des statines,
c'est vraiment des personnes aussi, à part les tests génétiques, APOE4, etc., qui ont des antécédents d'hypercholestérolémie familiale, donc c'est familial, et avec problèmes cardiovasculaires. Voilà. Il y a des patients qui ont des cholestérol hyper élevés, des LDL astronomiques, et il n'y a personne qui est mort d'un infarct, d'attaque cérébrale dans la famille. Donc, dès que le grand-papa, le papa a fait son infarct à 45 ans et qu'on a le même problème, là, il est licite de donner une statine pour moi. Je sais pas si Et souvent, le cholestérol est non oxydé quand l'histoire familiale est favorable, qu'il n'y a pas de problème dans les antécédents familiaux. Mais quand il s'oxyde, bon, moi, dès que je vois du cholestérol oxydé, j'aime bien surveiller, par exemple, faire une échographie des carotides. Comme ça, on voit s'il y a une plaque qui se développe. S'il y a une plaque sur les carotides, on peut aller voir du côté des coronaires. Ok. Alors, je dirais, on va revenir à la mémoire, hein, si on va passer notre temps à parler du cholestérol. Ouais, c'est lié, c'est lié. C'est lié, c'est lié. Alors, je dirais, je vais quand même toucher un petit mot, mais brièvement, 5 minutes de l'Alzheimer. C'est vraiment une pathologie qui me passionne depuis à peu près, je dirais, 10-12 ans. Et je me suis passionné pour une équipe de chercheurs américains qui s'appelait l'équipe de Bredesen. Hein, c'est une équipe qui a une vingtaine d'années, a mis en évidence par des publications des grosses revues neuro-américaines. Ils avaient dit, ça y est, on a trouvé toutes les causes d'Alzheimer. Donc, ils avaient détecté 36, il y en a peut-être un peu plus. Et il y a des choses, donc l'Alzheimer, ça commence par des pertes de mémoire. Et donc, quand on a un patient devant soi qui dit, j'entends pas, je perds ma mémoire, il faut toujours, en médecine, penser au pire. À moins que quelqu'un a passé de fer, je pense au cancer de l'intestin. Et donc, moi, j'applique le protocole Bredesen chez tous mes patients ayant des problèmes de mémoire. Donc, pourquoi donc cette équipe de chercheurs américains, qu'est-ce qu'ils ont détecté comme cause d'Alzheimer? La première, c'est le manque de mélatonine. Et donc, le fait, quand quelqu'un me dit, docteur, je ne rêve plus, je me réveille à 2-4 heures du matin, j'ai dû à me rendormir, ou j'ai dû à m'endormir tout court, eh bien, je perçois la mélatonine tout de suite. Et souvent, on voit que la première nuit, la deuxième, ça revient. La deuxième cause, c'est l'homocystine élevée. Donc, c'est le manque de B6, B9, B12, de T3, B2 aussi pour l'homocystine. de T3 thyroïdienne, d'œstrogène chez la femme et de testo chez l'homme. Et là, malheureusement, pas beaucoup de personnes savent ça. Donc, les baisses hormonales liées à l'âge font monter l'homocystéine si elles ne sont pas compensées. Et on sait en effet maintenant que l'Alzheimer est favorisé par le manque de testo, le manque de DHEA, le manque de prégnénolone, le manque d'œstrogène. Donc, ne pas traiter l'andropause, l'aminopause, ben, c'est favoriser cette maladie-là. Alors, il y a d'autres causes qui sont la résistance à l'insuline, on appelle ça parfois le diabète type 3. Il y a des intox par les métaux lourds, donc l'aluminium, le mercure, etc. Et il y a certains médicaments qui augmentent fortement le risque d'Alzheimer, donc qui jouent sur la mémoire, qui s'appellent les statines, les IPP et les benzodiazépines. Les benzos, ce sont tous ces médicaments qui nous calment, qui nous font dormir. Donc, c'est Temesta, Librium, Valium et autres. Ouais. Et aussi les antihistaminiques qu'on pense être plus légers, plus inoffensifs. Ils sont liés, il y a des études, bon ça je n'ai pas été jusque-là dans mes recherches, mais il y a des études incontestables où le risque d'Alzheimer est nettement augmenté par prise chronique d'antihistaminiques. Bon, prise occasionnelle, non, mais prise continue. Donc moi, je ne laisse pas, je refuse que mes patients restent à long terme. Tous les somnifères sont impliqués, également zolpidem, zopiclone, tous les somnifères chimiques, mais évidemment surtout les benzodiazépines, mais aussi les autres, y compris les antihistaminiques, niet. Il faut trouver des solutions plus naturelles. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut trouver pourquoi le patient ne dort pas. Alors, ce n'est pas en donnant une benzo, un Valium ou un Temesta ou un Loramate. OK, il va dormir, mais je dis au patient, écoutez, je vous mets un grand coup de marteau au milieu du front le soir, vous allez dormir. Mais qu'est-ce qu'il y aura comme dégâts derrière, hein? Ben, c'est comme prendre votre Loramate ou votre diazépam pour dormir, ça revient au même. Et on voit déjà qu'au bout de 6 mois, il y a déjà des études qui montrent qu'au bout de 6 mois, on a une altération irréversible de la mémoire. Donc, ça ne revient pas, même si on arrête le médoc, et on augmente drastiquement le risque de neurodégénérescence. Mais non, les somnifères, c'est un niet pour la prévention à long terme de la mémoire. Mais en fait, le protocole Bredesen que tu as brièvement résumé,
si tu regardes bien, c'est quasiment un protocole de médecine fonctionnelle avec toutes ces Non, étapes. alors, Hein. Il a réinventé la médecine fonctionnelle. ah C'est un oui, neurologue fonctionnel, lui. Il se présente comme neurologue, médecin fonctionnel, bon, neurologue fonctionnel. ouais, Eh bien, c'est ce que nous faisons. exactement. Et donc, moi, quand j'ai lu son bouquin grand public, qui est l'Alzheimer, c'est fini, j'étais épaté. C'est une patiente qui venait de Londres, une chiro, qui m'a apporté il y a X années le bouquin grand public. J'ai déjà entendu parler de Bredesen pour des publications dans des revues neuro. Et elle m'amène le bouquin, elle dit, tiens, ce bouquin est sorti, je vous l'offre. Et je dis, ah bon? Ah, tiens, c'est Bredesen, tiens, ça m'intéresse. J'ai commencé le bouquin le soir même après la consultation. J'ai passé ma nuit à le lire. J'ai trouvé ça extraordinaire, ce Ah ouais, bouquin. non, c'est très bon. Et je me suis rendu compte en lisant ce bouquin que 95% ou 90%, 95% de ce qu'il disait de faire, je le faisais déjà. Oui, C'est un moi outil aussi. fonctionnel, c'est un Même outil chose. fonctionnel. Oui. Il apporte quelques. Hein, c'est quand même très, très ciblé ce qu'il fait. Mais je me suis dit, ben voilà, c'est ce qu'on fait. Mais figure-toi que j'ai compris à ce moment-là pourquoi je n'ai jamais eu de patient, que ceux qui nous écouteront me détrompent, qui fassent un commentaire vindicatif, mais je ne vois pas lequel de mes patients, bon, j'exclus pas que quelqu'un a eu ça, ne s'est pas manifesté, c'est possible, mais en tout cas, moi, je ne vois pas mes patients développer une maladie d'Alzheimer. Mes patients chroniques long terme qui me voient une fois par an, 2 fois par an depuis 10 ans, 20 ans, même quand ils vieillissent, j'ai une patiente de 96 ans, de 96 ans, je soigne depuis 25-30 ans. Elle est, oh, alors là, elle est Oui. super. Hein. Ouais, ouais. Et moi, j'ai quand même un recrutement. J'ai quand même de temps en temps un patient Alzheimer qui vient me voir. J'en ai eu un de 35 ans, diagnostiqué à Erasmus neuro. Et voilà, et on lui a dit en neuro, ben voilà, oui, vous avez un Alzheimer, on voit une atrophie de certaines parties de votre cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais qu'on leur prescrit des anticholinergiques qui Oui, sont des crasses qui n'ont aucun effet. aucun effet. Voilà, donc il faut appliquer le protocole Bredesen et éventuellement le protocole de neuroinflammation. Donc ça, j'ai connu ça il y a 3-4 ans. Donc c'est le fait on a une inflammation au niveau du cerveau qui peut être post-traumatique, qui peut être infectieuse. Hein. On sait que dans certains de ces cerveaux-là, on a des champignons qui se développent, on a le candida qui se développe dans le cerveau. On a des bactéries du parodonte qui passent dans le cerveau, qui se développent. On a une infection du cerveau. Et on a aussi des Alzheimer post-traumatiques. Et j'en ai eu un spectaculaire il y a quelques mois, qui a sa figure dans les escaliers. Et puis il développe un Alzheimer. Deux neurologues lui disent la même chose. Le gars a 62 ans. Et en 3 semaines de prise en charge, terminé, c'était stoppé. Mais ça, Bredesen n'en parle pas, parce que c'est quelque chose de plus nouveau. Moi, j'ai un cas qui est intéressant à partager. Ce n'est pas un Alzheimer, c'est une dégénérescence frontotemporale, DFT. Bon, c'est aussi une grosse perte cognitive. Hein. C'est une maladie neurodégénérative, mais dont on connaît mal les causes. Eh bien, sans être 100% certain qu'on va avoir une amélioration spectaculaire, c'est un peu tôt, mais en fait, et c'est son épouse qui, à un moment donné, s'est dit, avant que je connaisse le patient, qui avait eu un soupçon jamais confirmé de syphilis. Et en fait, ce qu'il a, ce n'est pas une DFT, c'est une neurosyphilis, donc infectieux. Ouais, ouais. Et donc, pénicilline intraveineuse, etc. Et il est stabilisé, alors qu'il se détériorait à la vitesse VV', il est stabilisé. Bon, est-ce qu'il va récupérer certaines choses? Mais neurosyphilis, comme quoi il faut toujours chercher. Ah oui. Moi, j'ai un cas comme ça je ne sais pas si pour l'Alzheimer on peut l'avoir, mais une collègue canadienne qui me contacte pour venir en stage et elle me échange de mails, elle me dit j'ai des signes neuro, hypoesthésie, j'ai ceci, j'ai cela. Et je lui dis, mais, elle me demande ce qu'elle doit prendre comme complément. Et je lui dis, ce n'est pas des compléments que vous devez prendre, c'est faire une RMN cérébrale. Et donc, qu'elle n'arrive pas à avoir au Canada, parce que là-bas, il y a un délai de X temps. Elle arrive ici pour son stage. Et je vais trouver un rendez-vous RMN pas loin d'ici, le jour où elle arrive. Et en fait, la RMN est provoquée comme étant sclérose en plaques. Donc, c'est ce que je suspectais. Et finalement, ce n'était pas une sclérose en plaques, c'était un Lyme. Ah oui, parce qu'il y a les Et je me demande si certains neurolyme ne aussi. sont pas des Lyme. Enfin, voilà.
Mais c'est fou, hein, mais derrière, ça c'est la médecine typique. Il y a toujours une complexité. C'est un peu vite fait de mettre des étiquettes, hop, Et c'est et quand donner un médicament inutile qui correspond à rien, ce qui donne pour l'Alzheimer et rien. C'est quand je l'ai eu donc elle est venue en consultation avec moi 15 jours ici, et en l'interrogeant, elle me explique que ces symptômes, donc sensitifs, douleurs, viennent par vagues. Et c'est là que j'ai remis en question le diagnostic de sclérose en plaques, parce que là, une évolution par poussée et pas par vague, en fait, hein, comme dans ça, c'est plutôt le Lyme, évidemment. Et donc, traité pour son Lyme, 6 mois, terminé. Voilà. C'est fou. Alors, qu'est-ce que le public qui nous écoute pourrait faire pour améliorer sa mémoire? Est-ce que toi, tu as des idées? Et avant de passer à ça, mais tu vois, hein, le temps passe vite. Je pense qu'on va quand même se faire une petite deuxième partie parce qu'on a quand même, je pense, abordé des sujets intéressants, mais on n'a pas suffisamment eu de temps pour couvrir la mémoire. Avant de passer à la deuxième partie, qui est la réponse à ta question qu'on va se partager, encore un petit mot, et puis on fera le mini-break, sur l'Alzheimer. J'ai appris il n'y a pas longtemps parce que j'ai eu un cas aussi, et c'est d'ailleurs une découverte anatomique. On fait encore des découvertes anatomiques au XXIe siècle majeures. C'est le système glymphatique, hein, Oui, dont tu as certainement entendu parler. Et donc, il y a tout un système lymphatique du cerveau qu'on appelle le système glymphatique. Au début, je m'étais dit, bon, c'est quoi? Il y a une faute de frappe, je vais y avoir. Glymphatique, bon. Et alors, en fait, ce système glymphatique évacue toutes les toxines. C'est donc fondamental pour éviter l'Alzheimer. Eh bien, ce système glymphatique ne fonctionne que quand on a un sommeil profond. Donc, on se renvoie au sommeil pour des raisons multiples, mais aussi donc avec le rêve, etc., le sommeil REM, mais aussi avec visiblement le rôle mécanique d'évacuation de toutes les toxines, puisqu'un cerveau Alzheimer, c'est un cerveau intoxiqué. Et donc, il faut s'assurer qu'il y a un système lymphatique performant. Et il y a des kinés spécialisés qui font un certain nombre de manœuvres, je ne demande pas les détails, de manœuvres manuelles pour activer ce système lymphatique. Et je vois des résultats intéressants. Mais il faut vraiment se former. Il y a un gars à Manchester qui fait ça et qui forme d'autres. Tu vois que, bon, il y a plein de pistes, hein. Et alors, si on termine avec ce sujet-là, avant d'aborder la prise en charge à perte de mémoire, je voudrais réinsister sur une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance, hein, que tout le monde sait que ça fait grandir les gosses, mais ce que beaucoup de personnes ignorent, et surtout certains collègues nient, c'est que cette hormone de croissance est nécessaire chez des adultes, chez toi, chez moi. Parce que c'est l'hormone de la réparation. Et dans le cerveau, on a sans arrêt destruction-réparation. Et l'hormone de croissance a son importance, d'autant plus qu'elle est à son apogée la nuit. Donc, c'est là où on se répare, on répare les lésions. Et c'est là où beaucoup d'hormones. Beaucoup d'hormones sont sécrétées la nuit. Bon, mais écoute, en parlant de nuit, on n'est pas encore à la nuit, mais on va faire un mini break, OK? Donc, on va cesser l'enregistrement ici pour leur démarrer, parce que sinon, après, pour couper, etc., c'est compliqué. Donc, voilà. Pose ce que tu veux et on prend dans une minute. Et pour ceux qui nous suivent sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas dans une minute, c'est dans une semaine, à vendredi prochain.